بين ألم الصدر وضيق التنفس والسكتة الدماغية هو أنها حالات قد تبدأ بأعراض بسيطة وتنتهي بعواقب خطيرة إن لم يتم التعامل معها بسرعة. في هذا المحور Triangle de vie سنغوص في أهم الحالات التي تشكل تحديا يوميا في الممارسة الطبية، ونبدأ مع عرض سريري من أكثر العروض إثارة للقلق في الممارسات اليومية la douleur thoracique مع الأستاذة مريم حبوب. Bonsoir tout le monde. On m'a confié de parler de la douleur thoracique. Donc, puisqu'on n'a que 15 minutes ensemble, c'est difficile de survoler toutes les urgences qui se cachent derrière la douleur thoracique. Donc, on va choisir de traiter la plus fréquente et la plus grave, c'est le syndrome coronarien aigu. Donc, la douleur thoracique aiguë, c'est un motif de consultation qui est très fréquent en urgence. Le réflexe, je vous le mets dès l'introduction, toute douleur thoracique aiguë égale un électrocardiogramme très rapidement. Et les recommandations nous disent que l'électrocardiogramme devrait être réalisé dans les 10 minutes du premier contact médical. Donc théoriquement, un malade qui atterrit aux urgences avec une douleur thoracique aiguë, d'autant plus qu'elle est caractéristique d'infarctus du myocarde, qu'on n'appelle plus tellement infarctus du myocarde, mais syndrome coronarien aigu, l'électrocardiogramme devra être réalisé dans les 10 minutes. Et donc, le réflexe, si l'infirmier n'est pas disponible, on le fait nous-mêmes. Donc, il faut savoir faire un électrocardiogramme et surtout savoir interpréter un électrocardiogramme. Il est parfois suffisant pour porter le diagnostic. Je vous rappelle que le diagnostic du syndrome coronarien aigu, ST+, appelé STEMI par les anglo-saxons, le diagnostic, il est clinico-électrique. On n'a pas besoin d'autre chose pour poser le diagnostic. Le diagnostic est fait, il faut aller immédiatement et plus vite vers la démarche thérapeutique. Il faut avoir un tracé de bonne qualité et il faut que l'interprétation soit méthodique. Et j'imagine que vous avez tous assisté tout à l'heure à l'atelier sur l'interprétation de l'électrocardiogramme. Donc, les causes de douleur thoracique, sans vouloir être exhaustive, c'est le syndrome coronarien aigu. Oui, c'est le plus fréquent, c'est le plus grave. Le STEMI, il faut y penser en premier. Si ce n'est pas un STEMI, on est un petit peu plus soulagé, mais ça peut quand même être un problème urgent et grave. C'est le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST. Oui, il est un peu moins urgent, mais c'est aussi une urgence cardiovasculaire. Et dans cette entité, on a deux entités en fonction de l'existence ou non de nécrose myocardique, mais sincèrement, si vous avez une partie à zapper, c'est celle-ci. La deuxième urgence, c'est l'embolie pulmonaire. Oui, une douleur thoracique peut cacher une embolie pulmonaire. Et une embolie pulmonaire, il ne faut pas l'oublier, c'est un risque de mort subite. Le diagnostic, s'il n'est pas porté, si le traitement anticoagulant n'est pas démarré à temps, le patient risque de mourir. La dissection aortique, c'est une urgence. Cela peut être une urgence chirurgicale si la dissection touche l'aorte ascendante. Normalement, le patient, dès qu'il atterrit aux urgences et que le diagnostic de dissection d'aorte ascendante est posé, il doit atterrir immédiatement au bloc opératoire pour retirer l'aorte qui est disséquée et la remplacer par un tube prothétique. Et puis, quatrième des urgences cardiovasculaires, c'est la péricardite aiguë. Vous allez me dire, inflammation du péricarde, en quoi c'est urgent? Oui, c'est urgent parce que du liquide péricardique peut s'accumuler dans la cavité péricardique et causer ce qu'on appelle une tamponnade cardiaque. C'est quoi la tamponnade cardiaque? C'est une situation dans laquelle les cavités cardiaques sont comprimées par du liquide péricardique par l'extérieur, ce qui crée ce qu'on appelle une situation d'adiastolie aiguë, c'est-à-dire une incapacité des cavités ventriculaires à se remplir. Et si les cavités ventriculaires ne peuvent plus se remplir, le débit cardiaque va baisser, ce qui va provoquer un choc cardiogénique qu'on appelle obstructif et éventuellement l'arrêt cardiaque. Donc, vous pouvez constater que ces 4 diagnostics sont plus ou moins aussi urgents l'un que l'autre. Et puisqu'on n'a que 15 minutes, comme ce que j'ai dit, on ne peut pas tous les traiter. Donc, on va traiter du syndrome coronarien aigu. Il a une caractéristique clinique qui est particulière, c'est que la douleur thoracique, elle est intense d'emblée. C'est une douleur qui est évaluée 10 dixièmes selon l'échelle de l'EVA. Les patients vous disent que c'est la douleur la plus insoutenue qu'ils n'ont jamais ressentie. Il n'y a pas de position antalgique,
il n'y a pas de médicament qui la calme sauf la morphine, c'est-à-dire les antalgiques du troisième palier. La douleur, elle est prolongée, c'est-à-dire qu'elle dépasse 20 minutes, 30 minutes. Elle survient au repos. Elle est résistante aux dérivés nitrés, c'est-à-dire les patients qui sont connus coronariens, ils ont dans leur prescription médicamenteuse des dérivés nitrés. Ils ont l'habitude de faire de longueurs d'effort, de prendre des bouffées de dérivés nitrés et la douleur, elle se calme, puisque leur douleur habituellement, elle est liée à une augmentation des besoins à l'effort, mais pas vraiment à une rupture de plaque d'athérosclérose et à une obstruction coronaire, elle répond aux dérivés nitrés. Mais dès lors qu'ils expérimentent un syndrome coronarien aigu, la douleur ne répond plus aux dérivés nitrés parce que ce n'est plus le même mécanisme physiopathologique. Elle irradie aux membres supérieurs et elle irradie à la mâchoire. Le diagnostic, c'est un syndrome coronarien aigu. Le diagnostic, il est clinique. On n'a pas besoin de scanner, on n'a pas besoin d'analyse, on a besoin uniquement d'un électrocardiogramme. Malheureusement, on continue de voir des généralistes qui prescrivent des scanners thoraciques, qui prescrivent des scanners thoraco-abdominopelviens et qui prescrivent toute une panoplie d'analyses médicales qui coûtent vraiment une fortune sans même faire un électrocardiogramme. Et malheureusement, le diagnostic est porté très tardivement au stade où, même si on ouvre l'artère coronaire, ça ne sert plus à rien parce que les dégâts myocardiques sont déjà installés. C'est une urgence thérapeutique et le niveau d'intervention va conditionner le pronostic. Physiopathologiquement, c'est quoi? Là, vous avez en coupe axiale une artère coronaire. Donc, la paroi de l'artère, elle est là. Ici, au niveau pariétal, vous avez ce qu'on appelle la plaque d'athérosclérose qui a un contenu lipidique et qui est couverte de fibrose. C'est ce qu'on appelle la chape fibreuse. Et ici, vous avez la lumière artérielle. Cette plaque d'athérosclérose va évoluer selon deux modes. Soit qu'elle va grossir et réduire le calibre de la lumière. Le patient, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des douleurs à l'effort. C'est ce qu'on appelle les syndromes coronariens chroniques. Mais il y a un deuxième mode évolutif, c'est que cette chape fibreuse, elle peut se déchirer et ce noyau lipidique-là va être exposé à la lumière sanguine. Ce noyau lipidique, il est très thrombogène. Il va activer les plaquettes, il va activer la coagulation plasmatique, ce qui fait qu'à la surface de cette plaque va se former un thrombus. Si ce thrombus-là ferme complètement la lumière artérielle, on aura le syndrome coronarien aigu ST+. Si ce thrombus ferme un petit peu la lumière artérielle, mais pas totalement, ça va causer le syndrome coronarien aigu, sensus décalage, du segment ST. Ce qui favorise la formation de ces plaques, ce sont ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, le sexe, l'âge, l'hérédité. Un patient qui a des parents coronariens, il a, de par sa génétique, même s'il a un mode de vie sain, même s'il n'a pas de facteur de risque modifiable, il a de part de sa génétique un risque à faire de l'athérosclérose et un risque à faire le syndrome coronarien aigu. Et puis, il y a les facteurs modifiables sur lesquels on peut agir. Il y a les majeurs que vous devez retenir par cœur. Il y en a 4. L'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, surtout la dyslipidémie à LDL cholestérol, qui est le cholestérol athérogène, et le tabagisme. Et puis, il y a des facteurs mineurs, mais qui deviennent majeurs quand ils s'additionnent, et on sait tous combien ils sont additionnés chez tout le monde, la sédentarité, le stress et l'obésité. La douleur, il faut vraiment bien la caractériser quand vous recevez le malade, et si elle a toutes ces caractéristiques que vous connaissez très bien, c'est très, très suspect de syndrome coronarien aigu, mais dans tous les cas, on va réaliser l'électrocardiogramme. Et il faut faire attention chez le diabétique, comme a dit le professeur Haraj, ils ont une neuropathie cardiaque, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas la douleur de l'infarctus du myocarde. Le patient qui n'est pas diabétique, dès lors qu'il y a de la souffrance au niveau du tissu myocardique, un signal d'alerte est envoyé au cerveau et une douleur majeure est ressentie. Chez le diabétique, ces fibres nerveuses qui transmettent le signal douloureux, elles sont détruites. Et donc, même si la destruction myocardique est majeure, ils ne vont quasiment rien ressentir. D'où, comme elle a dit tout à l'heure, un patient diabétique qui vient pour une hyperglycémie non expliquée ou qui vient pour une acidocétose diabétique non expliquée, il faut penser au syndrome coronarien aigu.
Et d'ailleurs, les endocrinologues le savent très bien, toute acidocétose diabétique motive la réalisation de façon systématique d'un électrocardiogramme, au moins 12 dérivations. L'électrocardiogramme, vous savez tous le faire, vous avez vu l'atelier tout à l'heure, donc je vais passer. En contexte de syndrome coronarien aigu, il y a des dérivations supplémentaires qu'on réalise, parce que les recommandations nous disent qu'il faut faire un ECG 18 dérivations. Malheureusement, l'ECG 12 dérivations peut ne pas être suffisant et on va le voir. C'est quoi les 18 dérivations? On va ajouter 6 dérivations supplémentaires. On va ajouter les dérivations basales, la V7 qu'on va placer à la ligne axillaire postérieure, la V8 à la pointe de l'omoplate et la V9 au niveau de la région paravertébrale, toutes les trois au niveau du 5e espace intercostal gauche. Et puis, on ajoute aussi les dérivations droites. La V3R, on la place de façon symétrique par rapport au sternum à la V3 et la V4R de façon symétrique par rapport au sternum à la V4. D'accord? Pour l'interprétation, je vous renvoie au livre du professeur Mohaoui, qui est vraiment très didactique, très simplifié, très utile pour commencer. Et j'imagine que vous avez tous la version PDF. Sur cette partie de douleur thoracique, syndrome coronarien aigu, c'est le segment ST qui vous intéresse en priorité. Donc, si vous voulez oublier les troubles du rythme, les troubles conductifs, les ondes de P, etc., il faut savoir analyser et savoir le faire très bien, le segment ST. Parce qu'en détectant un sus-décalage du segment ST sur un électrocardiogramme, chez un patient qui a une douleur thoracique aiguë, soyez sûr que vous allez sauver une vie. Plus le diagnostic tarde, plus la séquelle myocardique installée va être irréductible. Le patient risquera de faire des troubles du rythme, de l'insuffisance cardiaque, il risquera même de décéder. Et donc, douleur thoracique aiguë, il faut au moins savoir analyser le segment ST sur l'électrocardiogramme. Donc, déjà, nous, à l'électrocardiogramme, on peut s'orienter vers l'artère qui est atteinte. Donc, sur les 12 dérivations qu'on a, on sait très bien que de V1 à V4, c'est le territoire septo-antérieur qui nous oriente vers l'interventriculaire antérieur. Le V5, V6, D1 et AVL, c'est le territoire latéral qui est vascularisé en général par l'artère circonflexe. Et le D2, D3 et AVF, c'est la paroi inférieure du ventricule gauche qui est en général vascularisée par la coronaire droite. Donc, l'eustémie, c'est une urgence vitale extrême. À chaque fois que vous avez un sus-décalage du segment ST sur l'électrocardiogramme, imaginez que l'artère coronaire est fermée et on va voir un film de coronarographie. Le diagnostic, il est très simple. Vous n'avez pas besoin d'attendre les troponines. Vous n'avez pas besoin de bilan sanguin exhaustif ni de scanner. Il suffit uniquement d'avoir le réflexe clinique et de faire l'électrocardiogramme. Le diagnostic est posé dès que vous trouvez le sus-décalage ST dans au moins 2 dérivations du même territoire ECG. Et l'heure du début de la douleur thoracique est très important à demander au patient. Parce que l'heure à laquelle le patient est venu aux urgences est décisive en termes de récupération du myocarde. Il est admis que dans les 12 premières heures du début de la douleur thoracique, on a toujours quelque chose à gagner en ouvrant l'artère coronaire. Malheureusement, au-delà des 12 premières heures, l'ouverture de l'artère ne permet pas vraiment de récupérer le myocarde qui a été ischémié. Donc, d'où agir vite. Il ne faut pas que le retard soit lié à votre prise en charge. Déjà, nous avons beaucoup de soucis au Maroc qui sont liés à l'accès au système de soins. Donc, s'il vous plaît, si au moins quelque chose sur laquelle on pourrait agir entre nous, les médecins, c'est le fait que le retard diagnostique ne soit pas lié à une erreur diagnostique qui est liée au médecin en lui-même. Donc, l'électrocardiogramme va vous montrer ça. Ici, vous avez un sus-décalage quasiment de V1 à V6 ou là à V5.
Donc, c'est le territoire de l'IVA. Déjà, sur ce tracé, on peut dire que le malade a une occlusion complète de l'interventriculaire antérieur. Il faut faire très vite pour aller ouvrir l'interventriculaire antérieur. Ici, le sus-décalage, il est où? Il est en inférieur. D2, D3, AVF, ce patient a probablement occlu sa coronaire droite. Ici aussi, vous avez un sus-décalage quasiment de V1 à V5, c'est le territoire de l'interventriculaire antérieur. Ici, en inférieur, coronaire droite. Et en général, quand on est dans les 12 premières heures, on a des sous-décalages en miroir. Par exemple, ici, le sus-décalage, il est en inférieur. Et dans le territoire latéral, vous avez un sous-décalage. Ce n'est pas vraiment un problème dans le territoire inférieur, mais c'est un miroir de l'atteinte de la paroi inférieure. Donc ça, on passe. Donc pourquoi je vous ai dit que les dérivations basales sont importantes? C'est parce que dans certaines situations de douleur thoracique aiguë très caractéristiques, quand vous ne faites que les 12 dérivations, vous retrouvez ceci. Un sous-décalage ST en V1, V2. Vous allez vous dire, ce n'est pas un STEMI, au pire, c'est un SCA ST-, c'est-à-dire un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST. Le souci, c'est que ces sous-décalages en V1, V2 peuvent cacher d'authentiques sus-décalages en basal. Et ces sus-décalages en basal, c'est-à-dire V7, V8, V9, traduisent une occlusion de la circonflexe. Donc l'autre réflexe, c'est quoi? C'est que le CG12 dérivation peut rater les occlusions de l'artère circonflexe. Et donc réflexe, quand vous avez une douleur thoracique caractéristique, un sous-décalage en V1, V2, réalisez les V7, V8, V9, c'est très facile. Je prends la V4, je la mets en ligne axillaire postérieure, la V5 au niveau de la pointe de l'omoplate et la V6, je la mets en paravertébrale et je vais voir immédiatement sur la machine qu'il y a un sus-décalage en basal. Ça va me permettre de sauver tout le territoire basal du patient en agissant plus vite. D'accord? Donc, la prise en charge du STEMI ne doit rien attendre. On n'attend pas les troponines, on n'attend pas le bilan d'hémostase, les plaquettes, etc. On admet directement le malade dans une structure où il va être revascularisé. Et quand je parle de revascularisation, on a deux moyens principaux. On a la fibrinolyse et on a l'angioplastie primaire. Donc, dans une structure où on peut faire une angioplastie primaire, c'est quoi l'angioplastie primaire? C'est on met le patient au bloc opératoire, un petit bloc opératoire, c'est ce qu'on appelle la salle de cathétérisme cardiaque. C'est une salle munie d'une table et d'une scopie, d'accord? On prend un cathéter radial qu'on avance jusqu'au niveau de l'orifice des artères coronaires. Et là, on injecte un produit de contraste iodé dans l'artère coronaire gauche et dans l'artère coronaire droite, et on visualise directement, grâce au rayon X, sur l'écran, le niveau d'occlusion de l'artère coronaire. Et immédiatement, on fait ce qu'on appelle l'angioplastie primaire. Primaire, ça veut dire d'emblée, avant toute médication, on va ouvrir l'artère qui est thrombosée et on va mettre un stent. Un stent, c'est une petite structure métallique qui va permettre de rétablir le flux sanguin. Malheureusement, si ce moyen-là n'est pas disponible immédiatement, et quand je dis immédiatement, ça veut dire dans les 2 heures après l'arrivée du malade à la structure hospitalière, on va thromboliser pour ne pas faire perdre encore plus les chances de récupération myocardique au malade. Et la thrombolyse, c'est quoi? C'est un médicament fibrinolytique qui va aller au contact du caillot sanguin et il va le liser. Il va liser la fibrine et il va permettre de reperméabiliser l'artère de façon pharmacologique. Mais quand on va liser le thrombus, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester la plaque d'athérosclérose. Et donc, la fibrinolyse, ce n'est pas un traitement définitif. Elle va nous permettre de passer le cap aigu. Le patient devra obligatoirement, pas probablement, être repris, mais à degré moins urgent, en salle de cathétérisme, pour dilater la plaque d'athérosclérose et mettre un stent. La revascularisation myocardique, on l'a fait, mais on n'oublie jamais le traitement adjuvant qu'on donne d'emblée à l'arrivée du malade aux urgences. C'est quoi le traitement adjuvant? C'est 3 médicaments obligatoires et fondamentaux dès la portée du diagnostic. On donne un traitement anticoagulant
On donne en général de l'énoxaparine à 100 unités par kilo toutes les 12 heures. On peut le faire en sous-cutané comme on peut le faire en intraveineuse. On donne de l'aspirine en dose de charge à 300 mg par voie orale. Malheureusement, on n'a pas l'aspirine injectable. Et on donne 300 à 600 mg de clopidogrel par voie orale. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on a la salle de cathétérisme pour faire l'angioplastie primaire tout de suite? Est-ce qu'on n'a pas la salle de cathétérisme? Si la salle est disponible, c'est angioplastie primaire. Si la salle n'est pas disponible, je passe mon médicament fibrinolytique. C'est un médicament qui est très facile à passer. Il est disponible dans notre CHU. On le passe sur voie veineuse périphérique en un bolus immédiat. Donc voilà. Maintenant, si ce n'est pas un ST+, le patient il a la douleur thoracique caractéristique. Il a des anomalies à l'électrocardiogramme, mais qui ne sont pas un sus-décalage. Il a des T négatifs, des T amples, un sous-décalage, ou même un ECG normal, et ça, c'est le piège. Douleur thoracique typique, même avec un électrocardiogramme normal, il faut que vous gardiez l'hypothèse du diagnostic du syndrome coronarien aigu, d'autant plus que vous n'avez rien d'autre qui vous explique la douleur. Donc, s'il vous plaît, retenez ce réflexe. Il est très, très, très important. Douleur thoracique caractéristique, même avec un électrocardiogramme normal, ça peut être un syndrome coronarien aigu. Et on a vu beaucoup de malades avec des lésions coronariennes très complexes, très étendues au niveau des 3 artères coronaires, avec un électrocardiogramme normal et même des troponines négatives. Donc le réflexe, c'est quoi? C'est de croire la clinique, de croire le malade. Ce n'est pas pour rien que le malade vient à 3 heures du matin avec une douleur à la poitrine. Il n'a pas envie de venir aux urgences, il veut dormir chez lui. Mais s'il est là, ça veut dire vraiment qu'il a un problème et il faut le résoudre. D'accord? Si ce n'est pas un STEMI, et ça c'est un algorithme qui est sur le livre du professeur Mohaoui, c'est que c'est un SCA non ST+. Et là, il faut faire la coronarographie et l'angioplastie, mais à un degré d'urgence moindre. Et ce qui nous permet de plus de stratifier ce degré d'urgence, c'est le dosage des troponines. Si le dosage des troponines revient positif, c'est qu'il y a de la nécrose myocardique et c'est qu'il est quand même urgent de faire une coronarographie et retenez le délai de 24 heures. Si les troponines sont négatives, c'est qu'il n'y a pas de nécrose myocardique et que c'est un peu moins urgent. On peut avoir un délai de 72 heures pour faire une coronarographie, éventuellement une angioplastie. D'accord? Donc, syndrome coronarien aigu, c'est quasiment la même chose, mais STEMI, c'est très urgent. La coronarographie, angioplastie dans les 2 heures. NSTEMI, c'est-à-dire syndrome coronarien aigu, ST- avec troponine positive, c'est une coronarographie dans les 24 heures. Et SCA, ST- sans troponine positive, c'est-à-dire l'angor instable, c'est coronarographie dans les 72 heures. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je vous remercie. شكرا جزيلا أستاذة حبوب. ونواصل مع المداخلة الثانية بعنوان النهجة الحادة لديسبني إيجو مع الأستاذ بوكتب. Donc, merci. Avant toute chose, je tiens à vous dire que professeur Tabi suite à une petite contrainte d'ordre majeur. Donc, elle ne pourra pas assister parmi nous et je m'occuperai de vous parler de la dyspnée aiguë chez l'adulte. C'est un vrai challenge en 15 minutes. J'espère que je ne vais pas être dyspnéique après. Alors, pour introduire, donc dyspnée en étymologie, donc constituée de dys, qui est difficulté, et pnée, donc respirer. Donc, c'est une difficulté à respirer. C'est un symptôme qui est subjectif perçu par le patient, sous forme d'une sensation de gêne respiratoire, d'étouffement, de manque d'air ou de difficulté d'inspirer ou à expirer. Le motif aigu donc, traduit une évolution qui dure moins de 2 semaines. C'est un motif fréquent de consultation aux urgences et grévé d'une morbimortalité qui est quand même élevée, 5 à 15%. C'est un défi diagnostique majeur. Il peut être le signe initial de plusieurs pathologies graves. Donc, avant de comprendre cette dyspnée, commençons tout d'abord par voir la physiologie d'une respiration normale et qui va faire en fait intervenir plusieurs appareils. Donc, dans l'appareil respiratoire, représenté par donc, les voies aériennes de conduction, notamment les voies aériennes supérieures, le larynx, trachée, bronche et bronchiole. Donc, également une zone d'échange qui est représentée par la membrane alvéolo-capillaire et bien évidemment d'un système cardio-circulatoire
constitué d'une pompe cardiaque et des vaisseaux systémiques et pulmonaires. Tout ceci sous le contrôle d'une commande centrale, à savoir le tronc cérébral et le cortex, et sans oublier que ce système nécessite le fonctionnement normal de l'hémoglobine. Alors, la sensation de dyspnée est schématiquement induite par une défaillance d'un ou de plusieurs organes qui vont induire soit une augmentation de la PaCO2, c'est l'hypercapnie, soit une diminution de la PaO2, c'est l'hypoxie. Parfois, c'est l'hyperinflation pulmonaire qui vont être détectées au niveau de récepteurs centraux, périphériques et mécanorécepteurs. Et à partir de cette détection, donc on aura des stimuli en fait, qui, à leur tour, ces récepteurs vont transmettre des signaux afférents vers des centres respiratoires au niveau bulbaire, augmentant ainsi la commande ventilatoire, mais contrastant avec une capacité pulmonaire et cardiaque amoindrie, d'où cette sensation de respiration difficile donc, qui va être perçue par le cortex et de dyspnée. Donc, analysant par la suite la sémiologie de cette dyspnée, donc rapidement, on va bien sûr préciser ce caractère aigu. Comme on l'avait dit, donc c'est une dyspnée qui évolue moins de deux semaines, dont le début devrait être daté et devrait être différencié du caractère chronique qui persiste plusieurs semaines, donc plus de 8 semaines. Et déjà, l'installation brutale en quelques minutes de la dyspnée oriente déjà vers certaines pathologies, notamment le pneumothorax, l'embolie pulmonaire et un IDEM. Alors, par rapport au temps respiratoire, donc comme l'avait dit le professeur Haraj tout à l'heure, donc il y a des dysrythmies respiratoires, notamment la dyspnée de Kussmaul, assez caractéristique. Donc, vu l'illustration, donc c'était évident que c'était plus une dyspnée avec plutôt. Je suis désolé. Donc, l'alternance d'inspiration profonde, de pause, d'expiration profonde et suivie de pause se voit essentiellement dans l'acidose métabolique, donc ça par rapport aux dysrythmies respiratoires. On note également la dyspnée de Shannon-Stokes, donc c'est soit d'origine centrale, donc soit par plutôt un bas débit et d'insuffisance cardiaque ou d'affection neurologique. Elle est caractérisée par une succession de polypnées croissantes, décroissantes puis décroissantes entrecoupées de périodes d'apnée. Donc, par rapport au temps respiratoire, les dyspnées d'ordre respiratoire sont plus des pathologies dévoriennes supérieures. Okay. Donc, plutôt en rapport avec un obstacle et qui s'accompagne le plus souvent de bruits respiratoires, alors que le temps expiratoire traduit surtout l'allongement, plutôt une atteinte bronchique qui correspond bien sûr à l'allongement du temps expiratoire. Une dyspnée aux deux temps, c'est-à-dire une dyspnée mixte, donc, se voit essentiellement dans les pathologies trachéales et cardiovasculaires. Par rapport à la position, donc, le caractère positionnel de la dyspnée est également essentiel. La dyspnée au décubitus dorsal, dite orthopnée, est très évocateur d'un diagnostic qui est l'œdème aigu de poumon et dont la gravité est évaluée par le nombre d'oreillers qu'utilise le patient. Mais l'atteinte diaphragmatique peut également en être responsable. La platypnée ou dyspnée en orthostatisme traduit plus des shunts intracardiaques, intrapulmonaires. Et puis, il y a l'antépnée qui est plus retrouvée dans les dysfonctions diaphragmatiques. Concernant la périodicité, une dyspnée nocturne sera plus évocatrice de diagnostic d'exacerbation d'asthme ou d'OAP. Sinon, elle peut être diurne ou sans horaire particulier. Donc, on peut également s'intéresser à la fréquence respiratoire qui peut être soit rapide dépassant les 25 cycles par minute et traduisant la tachypnée, ou inférieure à 12 cycles par minute donc, et qui va correspondre à une bradypnée. Concernant l'amplitude, on distinguera l'augmentation du volume courant qui est l'hyperpnée, de l'hypopnée qui est la réduction de l'amplitude de ce volume courant. L'intensité, quant à elle, elle est évaluée par plusieurs échelles, notamment la New York Heart Association, donc qui va être utilisée surtout dans le contexte aigu des pathologies cardiovasculaires. Rappelons que l'échelle MMRC elle est plus dédiée et retrouve son utilité dans les dyspnées chroniques. L'EVA également, c'est une méthode assez simple pour évaluer cette dyspnée aiguë, tandis que l'échelle de bord, quant à elle, elle permet d'apprécier, de quantifier la dyspnée aiguë après réalisation d'un effort, notamment un test de marche de 6 minutes. Donc, les signes associés, ils ont un intérêt d'orientation de diagnostic étiologique majeur et doivent également être caractérisés à leur tour. Donc, la douleur thoracique, comme on l'avait vu dans la présentation précédente, il faudra bien sûr la caractériser, tout comme la toux, les expectorations, est-ce qu'il y a une présence de palpitations, des signes généraux, est-ce que ça évolue dans un contexte fébrile, contexte apéritique, est-ce qu'il y a une altération d'état général? Donc, par rapport aux signes physiques, on va essayer de chercher les anomalies pleuropulmonaires. Est-ce qu'il y a des anomalies de palpation? Est-ce qu'il y a une
Donc une matité, un hypertympanisme, donc des anomalies de percussion, donc la modification des vibrations, plutôt les anomalies de palpation, la matité, l'hypertympanisme, percussion, donc modification des vibrations vocales, les anomalies auscultatoires, est-ce qu'il y a présence de râle, il faudra les caractériser. Et bien sûr, il faudra également essayer de regrouper ces signes en syndromes. Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome d'épanchement liquidien, aérique, syndrome de condensation? Sinon, on peut également trouver des anomalies cardiovasculaires, notamment des signes d'insuffisance cardiaque gauche ou des signes d'insuffisance cardiaque droite. Parfois, on peut trouver des signes de thrombose veineuse profonde. On peut également noter un assourdissement des bruits cardiaques ou un frottement péricardique. Donc, les autres manifestations également qu'on devrait rechercher, ce seront des signes ORL, notamment un œdème facial dans le cadre d'un œdème de Quincke, un obstacle des voies aériennes supérieures, des signes neuromusculaires, parfois même une pâleur cutanéo-muqueuse. Donc, au terme de cette analyse, devant toute dyspnée, il faut garder à l'esprit quelques réflexes. Déjà, en premier, est-ce qu'il s'agit d'une urgence vitale? Et deuxièmement, quel est ce mécanisme qui est responsable ou causateur de cette dyspnée? Et quels examens complémentaires donc, à demander par la suite? Donc, avant toute chose, il faudra évaluer la gravité et d'identifier les signes de détresse respiratoire aiguë. Donc, qui se traduisent essentiellement par une polypnée plus de 30 cycles par minute, parfois une désaturation, des signes de lutte respiratoire à type de tirage sus-sternal, intercostal et sus-claviculaire, et des signes de faillite. Donc, ce sont des signes d'épuisement qui sont assez annonciateurs d'un arrêt cardio-respiratoire, qui sont de l'ordre respiratoire, comme le balancement thoraco-abdominal, la bradypnée, le silence auscultatoire ou la cyanose, les signes d'insuffisance cardiaque droite, l'état de choc, et parfois des signes neurologiques qui sont la conséquence de l'hypoxémie et ou de l'hypercapnie. Donc, par rapport à la gazométrie qui est indiquée devant toute désaturation, donc quand vous avez un patient qui désature, qui a donc une saturation moins de 90 degrés, il faudra bien sûr réaliser une gazométrie et rechercher une insuffisance respiratoire aiguë qui peut donc, du coup, donc, cette gazométrie retrouver une hypoxémie profonde, une acidose respiratoire aiguë ou la capnie peut être normale ou élevée. Donc, une fois le diagnostic de détresse respiratoire retenu, la mise en route d'un traitement intra-hospitalier doit être immédiate. Passé ce cap d'urgence, l'interrogatoire devra surtout relever l'âge, les notions de tabagisme, d'atopie, de facteurs de risque cardiovasculaire comme ça a été étayé, donc d'antécédents de pathologie pulmonaire, de pneumopathie infectieuse, donc de la présence d'un facteur de risque, plutôt d'un facteur déclenchant. Et bien sûr, l'évaluation clinique va s'appuyer sur l'analyse qu'on vient de voir, l'analyse sémiologique, c'est-à-dire les caractéristiques de cette dyspnée, les signes associés fonctionnels et physiques qui vont permettre une orientation étiologique initiale. Alors, pour la paraclinique, deux examens clés sont d'un intérêt capital qui sont la radiographie thoracique et l'ECG. Donc, pour la radio, ce qu'on pourrait normalement noter, donc une opacité alvéolaire systématisée en aile de papillon. Donc, on peut carrément faire le diagnostic d'un pneumothorax, voir est-ce qu'il y a une opacité de type pleural, une cardiomégalie, des signes de distension thoracique, parfois même visualiser un corps étranger intrabronchique. L'ECG va plutôt nous montrer des signes en rapport déjà avec donc un épanchement péricardique, un microvoltage, une alternance électrique. Est-ce qu'il y a présence de troubles de rythme? Est-ce qu'il y a des signes en faveur d'un IDM, d'un infarctus du myocarde et parfois donc un S1Q3 qui peut être retrouvé au cours d'embolie pulmonaire. Donc, voici l'exemple d'une radiothorax qui met en évidence donc, un décollement, donc un pneumothorax total droit. Okay, alors qu'au niveau de cette radio, on a l'aspect caractéristique d'un œdème en aile de papillon avec cardiomégalie. Foyer de condensation, parfait. Donc, opacité systématisée avec un bronchogramme aérique. Bien que le couple radiothorax et ECG sont indispensables donc, pour cette démarche, un nouvel outil a révolutionné les pratiques aux urgences, qui est l'échographie thoracique. Donc, permettant ainsi la mise en évidence rapide d'épanchement pleural, de pneumothorax, d'épanchement péricardique et d'atteinte alvéolo-interstitielle à type d'OAP ou de pneumonie. Donc, voici une image échographique donc, révélant un épanchement pleural. On voit le diaphragme à droite avec le foie, le liver, donc, et bien sûr l'épanchement qui est de grande abondance. Donc, au niveau de cette échographie, elle a permis en fait le diagnostic d'un pneumothorax avec un signe point poumon. C'est le niveau où il y a le décollement du feuillet du pneumothorax. Et l'avantage de cet examen, qu'il peut être pratiqué au lit du malade.
Alors, ce bilan initial va nous permettre une orientation étiologique qui va nous permettre d'indiquer des examens de deuxième intention. Le panel, il est large, mais on va s'intéresser surtout qui vont être déterminants, notamment la BNP ou la NT-proBNP, qui va permettre, donc la positivité va plutôt nous orienter vers une étiologie cardiaque de la dyspnée. Donc les troponines en cas de douleur angineuse ou suspicion d'IDM, et les dédimères si on a une suspicion d'embolie pulmonaire. Alors, parmi les causes, on retiendra en premier l'obstruction des voies aériennes supérieures, qui est la première cause à rechercher. Déjà, devant tout patient qui se présente aux urgences dyspnéiques aiguës, donc la règle ABC, il faut vérifier les voies aériennes supérieures. Est-ce qu'il y a un obstacle? Donc, c'est la première cause de détresse. C'est plus une dyspnée d'ordre inspiratoire, mais elle peut être mixte, associée plus ou moins à des signes de dysphonie, avec des bruits inspiratoires, à type de corna, stridor, et dont les causes les plus fréquentes restent le corps étranger inhalé, surtout chez le sujet âgé. Donc, l'œdème de Quincke, les tumeurs laryngées ou trachéales. L'obstacle endobronchique peut être d'ordre tumoral, corps étranger au granulome. Donc, à l'examen physique, on va trouver plus une asymétrie auscultatoire. La radiothorax peut nous montrer des troubles de ventilation. Donc, la bronchoscopie permet de confirmer ce diagnostic et permet la réalisation de biopsies. Alors, plus fréquemment, c'est les exacerbations de maladies pulmonaires obstructives qui donnent la bradypnée expiratoire sifflante, donc caractéristique, et la radio permet surtout d'éliminer les diagnostics différentiels. Donc, sinon, on pourra retrouver des signes de distension thoracique. Ce qui va différencier un petit peu l'asthme de la BPCO, c'est que l'asthme va plutôt atteindre le sujet d'âge jeune, avec des terrains d'atopie et des manifestations atopiques. Et le FR, quand on va le réaliser à distance, va nous montrer donc un trouble ventilatoire obstructif qui est réversible. Tandis que la BPCO, c'est plus l'apanage du tabagique, bronchitique chronique, et le TVO, dans ce cas, il est irréversible. Donc, les pneumopathies bactériennes communautaires, c'est la première cause à évoquer devant une dyspnée évoluant dans un contexte fébrile. Donc, le tableau clinique, il est caractérisé par une toux productive, des crépitants au foyer, et la radio met en évidence une opacité systématisée. L'ANFS peut montrer un syndrome inflammatoire, les prélèvements bactériologiques permettent d'isoler un germe, et bien sûr, il ne faut pas oublier la présentation atypique, ce qu'on a l'habitude de voir au cours des pneumopathies virales, notamment le Covid. Donc, l'atteinte pleurale, on a soit le pneumothorax, c'est-à-dire le décollement aérique du feuillet pleural viscéral. Donc, il va se traduire par une douleur thoracique en coup de poignard. La clinique va montrer plus un syndrome d'épanchement aérique. La radio va confirmer ce diagnostic, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et il s'agit d'une vraie urgence thérapeutique. Il faut évacuer cet air. Par rapport à la pleurésie, donc la douleur thoracique, elle est plus typiquement donc, en point de côté. Un syndrome d'épanchement liquidien retrouvé au cours de l'examen. Et la radio va montrer donc, une opacité de type pleural. La ponction pleurale, l'étude liquide permettent de confirmer ce diagnostic. Donc, d'autres causes, on va donc les citer. Donc, c'est la miliaire tuberculeuse, une décompensation d'une pneumopathie ou d'une insuffisance respiratoire chronique, une inhalation toxique, un traumatisme thoracique ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Par rapport aux causes cardiovasculaires, donc première cause, donc l'œdème aigu de poumon, surtout s'il y en a des facteurs de risque cardiovasculaires, comme on l'avait vu, donc modifiables, non modifiables, et surtout s'il y a des antécédents de cardiopathie traitée. Donc le tableau, c'est surtout une orthopnée, des expectorations rose-saumonnées, et à l'auscultation, on va trouver des râles sous-crépitants, donc bilatéraux, qui vont débuter au niveau des bases. On dit que c'est en marée montante, donc ils vont débuter aux bases, puis arriver aux apex. La radio va trouver en fait donc, les opacités qu'on avait vues tout à l'heure en aile de papillon, une cardiomégalie, des lignes de Kerley. La dysfonction du ventriculaire ne va être confirmée que par soit des marqueurs cardiaques ou l'échocardiographie. Donc l'épanchement péricardique aigu, la dyspnée s'accompagne généralement d'une douleur rétrosternale en antéflexion. L'examen peut retrouver un assourdissement des bruits cardiaques, un frottement péricardique. Donc, en termes de gravité, la tamponnade va plus s'accompagner de signes d'insuffisance cardiaque droite de pouls paradoxale. Le CG, comme on l'avait vu tout à l'heure, va montrer plus de signes de microvoltage d'alternance. Et l'écho-cœur, encore une fois, va permettre de confirmer ce diagnostic. Alors, l'embolie pulmonaire, c'est une cause sournoise de dyspnée. On dit qu'elle donne une dyspnée dans un tableau clinique souvent normal. Donc, à l'examen physique, on retrouve pratiquement pas de signes. Sinon, on peut voir dans quelques situations des signes de thrombose périphérique. Alors, elle est suspectée surtout si vous avez des facteurs de risque thromboembolique. Parfois, elle est associée bien sûr à la douleur thoracique aiguë. La radiothorax est sans anomalie pour la plupart des cas et le CG ne montre pas de signes spécifiques. Le diagnostic, c'est en fonction du score de probabilité clinique. S'il est moyen, on va faire réaliser donc un dosage de dédimère.
S'il est positif ou si le score de probabilité est élevé, on va aller réaliser une angio-TDM thoracique qui va mettre en évidence l'embole au niveau des artères pulmonaires. Alors, les autres causes cardiovasculaires, on en retient les troubles de rythme grave, l'infarctus du myocarde et le choc cardiogénique. Alors, pour les autres causes, hormis les causes cardio-respiratoires, on a bien sûr les origines métaboliques, comme on l'avait vu tout à l'heure, l'acidose métabolique aiguë, soit dans un cadre d'acidocétose diabétique, dans le cadre d'une insuffisance rénale, va entraîner cette fameuse dyspnée de Kussmaul qui est assez caractéristique. L'anémie aiguë, donc par diminution de l'hémoglobine, on aura donc une dyspnée avec une tachycardie. L'origine neurologique, notamment au cours des accidents vasculaires cérébrales, myasthénie, ainsi de suite. Et bien sûr, comme diagnostic d'élimination d'origine psychogène, après qu'on ait éliminé toutes les causes organiques. Alors, il est important de retenir en fait, que la dyspnée, très fréquemment en pratique, c'est l'association concomitante de plusieurs causes. Et bien sûr, donc, à titre d'exemple, une exacerbation donc la dyspnée aiguë peut être en fait révélatrice de plusieurs causes en même temps, notamment au cours d'une exacerbation infectieuse de BPCO. Donc, elle peut s'y associer une décompensation cardiaque, voire même une embolie pulmonaire. Donc, le traitement, sans trop tarder, donc on a le traitement spécifique. Première cause, on avait dit, de dyspnée inspiratoire, c'est surtout l'obstruction des voies aériennes supérieures. Il faut désobstruer. Le pneumothorax, donc, c'est l'exsufflation s'il est suffocant, voire un drainage thoracique. L'embolie, c'est les anticoagulants, reperfusion si c'est une embolie à haut risque. L'œdème aigu de poumon, donc ventilation non invasive et vasodilatateur. L'exacerbation maladie pulmonaire obstructive, donc c'est les corticoïdes, bronchodilatateurs de courte durée d'action et le traitement de fond. La tamponnade, c'est surtout la péricardosynthèse, voire un drainage chirurgical. Les pneumopathies bactériennes, l'antibiothérapie à large spectre, donc l'amoxicilline ou l'amoxicilline acide clair. Donc, le traitement symptomatique, il doit être mis en place immédiatement en cas de détresse respiratoire. Le but, c'est de corriger l'hypoxémie, l'hypercapnie. Donc, différents moyens sont utilisés, notamment l'oxygénothérapie aux lunettes, masque à haute concentration, l'oxygène à haut débit, l'optiflow. Donc, la ventilation mécanique également peut être de mise, ainsi que la ventilation non invasive. Donc, pour conclure, la dyspnée reste tout de même un motif fréquent en consultation avec morbimortalité élevée. Les causes sont diverses, d'ordre cardiovasculaire pour la plupart. Et le premier réflexe, c'est déjà d'évaluer la gravité de cette dyspnée, qui est un enjeu majeur dans la prise en charge. Bien sûr, comme deuxième réflexe, il faut bien sûr analyser cette dyspnée sur le plan clinique et bien sûr prescrire les examens de première intention afin d'avoir une orientation étiologique rapide. Et il faut bien sûr retenir que traiter précocement la cause permet d'améliorer le pronostic et je vous remercie. شكرا جزيلا دكتور. وقبل إتمام المثلث بمحاضرة لزافيسي إسكيميك سيقوم الأستاذ محمد مهاوي رئيس مصلحة المستعجلات بتقديم نظرة شمولية حول الاستعجالات الطبية. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جد فخور وسعيد أن أتواجد معكم في هذه الأيام العلمية المنظمة من طرف نادي التواصل الصحي، وسأبتدئ بثلاث شريحات لأنه في الحديث الشريف يقال من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وسأبتدئ بالشكر الجزيل والعميق والموصول لأستاذي الأستاذ أحمد عزيز بوصفيحة. قد مررت عنده في مصلحة الأمراض التعفنية عندما كنت طبيبا داخليا، وقد اعتنى بي وكأنني ابنه أو أخوه الصغير، فلن أنسى فضله علي كثيرا وشكرا له كثيرا. ويجب أن نكون فخورين به جدا لأنه من أوائل الخبراء الذين يهتمون بمجال البحث العلمي. وفي هذه الصورة ترجع بي الذاكرة إلى مؤتمر المحاكاة والتدريب في الرعاية الطبية الذي كان أقيم في مدينة وجدة، حيث تم تكريمه من بين 1% من جميع الخبراء الذين يدونون في الكبريات المجلات العلمية. وكذلك الشكر القائم وموصول لنادي التواصل الصحي، حيث كنا بمعيتهم قد ساعدونا كثيرا في إنجاز هذا العدد الرائع والاستثنائي من مجلة
تعنى بالمحاكاة في العلوم الصحة وسأصدقكم القول إن قلت لكم أن أول مرة في العالم العربي نقوم بجدادات عربية حول المجال المحاكاة في علوم الصحة. سأدعوكم أن تأخذوا هاتفكم النقي ويمكنكم تحميله عبر هذه ال QR. الQR حبست. وأخيرا هناك تربط الذاكرة إلى كتاب كان هو موضوع أطروحة مع الطالب آنذاك، والآن هو مقيم في طب القلب والشرايين، دكتور عبد الله بوستوى، طبيب مقيم في السنة الرابعة. كنا قد أنجزنا بحثا رائعا حول كيف يتم تحفيز طلبة كلية الطب من باب السيرة النبوية. كنت أعطيه أفكاري حول مجموعة بيغماليون الذين تعرفوها بكل تأكيد، وكان هو من حيث درايته بالمجال الإسلامي، حيث له دكتوراه في الدراسات الإسلامية، قام بتأصيل جميع الأفكار التي كنت أشاركها، وأعطت كتابا رائعا وهو يدعى الهدي النبوي في التحفيز التعليمي طالب الطب نموذجا، ويمكنكم تحميله واستفيدوا من ذلك. أوكي، والآن سنمضي إلى القناة الفرنسية. On va parler des urgences. Alors, ça va être très, très interactif. Si je vous dis, c'est quoi une urgence déjà? Quelle est la définition d'une urgence? Facile, allez. C'est quoi une urgence? Tout le temps. Tout le temps. Quelqu'un, il vient à 3 heures du matin aux urgences pour mesurer juste sa tension artérielle. C'est une urgence? Bien sûr, c'est une urgence. Parce qu'il est venu aux urgences, c'est une urgence. Ben, il vient à 3 heures du matin pour des gonalgies. C'est une urgence? Oui, d'abord, oui. Bien sûr, mais donc qui définit l'urgence finalement? C'est le patient. Alors, les amis, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, vous comme de très bons médecins. Ne dites plus le terme fausse urgence. Parce que quand vous dites le fausse urgence, vous incriminez le patient. Bon. Donc, l'urgence, qu'est-ce qu'il a défini? C'est toute situation inhabituelle, jugée inhabituelle selon qui? Ça fait de femme, là. Donc, on ne dit plus fausse urgence. D'abord, le rôle du médecin devant ces situations, qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai la urgence. Il doit s'assurer, est-ce que c'est une vraie urgence? Donc, comment on va l'appeler? On va l'appeler l'urgence vraie. Ou l'arrêté de boire qui matin un golo, il n'a rien. Comment on va appeler cette urgence? Une urgence ressentie. Si vous restez objectif. Ça peut être une vraie urgence, comme ça peut être une urgence ressentie, mais et j'ai mis en couleur verte, ça veut dire que ça se transforme en consultation normale. D'accord? Maintenant, au sein de l'urgence vraie, qu'est-ce qu'on peut distinguer? Alors, il se peut qu'il y ait une urgence vraie qui peut engager rapidement le pronostic vital. Comment on va l'appeler? Une urgence absolue. Ou là, peut-être qu'on urgence, mais bon, le pronostic vital n'est pas mis en jeu. Comment on va l'appeler? Une urgence relative. Donnez-moi un exemple d'une urgence relative. Allez. C'est une urgence, mais bon, après, il ne va pas mourir de ça. Et ça dépend de quelle fracture. Maintenant, fracture des membres inférieurs, c'est pas bon. Fracture des membres inférieurs et supérieurs sans complications, ça passe. Une entorse simple du cheville, c'est une urgence. C'est une urgence, ok, mais c'est une urgence relative. Par contre, un pneumothorax, une douleur thoracique, ça ne se joue pas, c'est une urgence absolue. D'accord? Le problème de l'urgence absolue, c'est quoi? Monsieur Koulom, non. Alors, Oustad Habou doit être comme à la douleur thoracique. Vous savez qu'ils viennent à pied, vous savez. Et on va se dire que ouais, j'ai la gelée. Et pourtant, c'est une urgence vitale. Parce que qu'est-ce qu'il risque de faire cette douleur thoracique? J'ai la gelée. Alors, piéton. Ben, il peut mourir sur place. Il va faire un trouble du rythme et il va mourir. D'accord? Comment on appelle cette urgence? Par contre, c'est Bourktab, il nous a parlé des dyspnées aiguës. Maintenant, c'est une urgence absolue? Donc ça, c'est une urgence absolue qui est Beina. C'est comment on va l'appeler? Beina. Pardon. C'est une urgence patente. D'accord? Comme la dyspnée aiguë. Vous l'avez vu dans le topo tout à l'heure.
Par contre, qui est qui m'a dit à l'âge-là, comment on va l'appeler? Une urgence latente. Alors, quand ne sont pas d'une urgence absolue à votre, finalement, quand ça touche l'une des trois fonctions vitales, les H, respiratoire, circulatoire et neurologique. Ça marche? Alors, d'où le bel. Alors, en général, pas tant ça il a des sueurs, il est fatigué, il est comateux. Votre intelligence, c'est quoi? C'est d'adopter un algorithme بلا latence. C'est ça votre intelligence. هذيك ما تيبانوش بزاف. وباش تعيقوا بهذا الشيء كامل اش خصنا نديرو؟ Il faut être méthodique, d'accord? Parce que quelle est la caractéristique d'une prise en charge d'un malade aux urgences? On est souvent stressé. Et si on stresse, qu'est-ce qui va se passer? On va mal raisonner. On va mal raisonner. Et si on ne raisonne pas bien, on va faire des erreurs et on va rater quelques diagnostics, surtout l'urgence latente. Et Allah, l'urgence, soyez bête et discipline. بلا يعقل. قالوا لي ندير واحد l'algorithme غنديرو. شوف نقول لك بالدارجه واخا جاي على حبوبه j'applique l'algorithme. Et cet algorithme, vous le connaissez très bien, c'est quoi? C'est A, B, C, D. D'accord? Ça fait أنا ما تنفهم والو قال علموني A, B, C, D, E. A, B, C, D. ما تدوش فيها أبطال, vous êtes encore jeune. Peut-être quand vous serez plus ancien, غادي نديرو C, D, B هذا, ولكن à votre stade, A, B, C, D, E. Et croyez-moi, si vous l'appliquez, vous n'allez plus rater aucune urgence. Ça marche? Alors, le A, c'est quoi? Ça veut dire quoi, airway? C'est-à-dire quoi? Je check quoi? Donc, أول حاجة تنبدأ بها, c'est checker la liberté des voies aériennes. D'accord? أول حاجة. هذا الشيء نبدأ بها الأولى. Parce que si l'airway est compromis, on ne va pas bien respirer. Si on ne respire pas bien, ça va altérer le cœur. Si le cœur et la respiration sont altérés, ça va altérer le... Donc, il y a une interdépendance. Il y a une interdépendance. Très, très bien. Après le A, c'est quoi? Alors, le B, c'est quoi? Breathing. Donc, on va évaluer la fonction respiratoire. La fréquence respiratoire, les signes de lutte, la cyanose, l'auscultation et la saturation. Après le B, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le C, c'est quoi? Circulation. C'est la fonction circulatoire. D'accord? On va voir si le malade il a des signes d'hypoperfusion. Est-ce qu'elle est pâle? Est-ce qu'elle est marbrée? Est-ce que ce temps de recoloration est correct ou pas? Et après le C, qu'est-ce qu'on va faire? Le D, alors le D, c'est quoi? Disability, d'accord? La traduction intégrale disabilité en français, c'est invalidité, mais on peut la comparer à quoi? À l'examen ou la fonction neurologique. D'accord? Alors, regarde, le A et le B, ils s'intéressent à quelle fonction traductrice? Faites le schéma. Regarde. Le A et le B, respiratoire. Le C, cardio-circulatoire. Et le disability, c'est le neurologique. Qu'est-ce qu'on fait après avoir évalué le A, le B, le C, le D? S'il y a un problème firme, ça veut dire qu'il y a une urgence. Supposons que l'airway n'est pas bon, ou le breathing n'est pas bon, ou là le C n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Il y a un problème vital. Il y a un problème. Donc, ça veut dire quoi, problème vital? Le malade risque de mourir dans les heures qui arrivent. Donc, à travers le A, le B, le C et le D, si un des 4 lettres est anormal, on parle de quoi? D'une urgence absolue, Beina. Patente. D'accord? Beina. بحال اش عطوني des exemples. باين urgence. باين. بلا ما تكذب باينه. ما عندك مثال. Crise d'asthme sévère. Allez. Une urgence hypertensive. Un OAP. acidocétose, un coma, choc hémorragique, هذاك الشيء باين من الطياره كما تنقول. Par contre, l'ABCD, il peut être normal. Vous savez, on revient à la douleur thoracique souvent parce que quand une douleur thoracique arrive, la plupart du temps, l'examen est comment? Donc, vous allez trouver un A. Vous allez trouver comment vous allez trouver ces voies aériennes? Il respire en général, bien. C'est constante en général, si elle n'est pas hypertendue, déséquilibrée, peut-être qu'on couche, bien. Est-ce qu'on va dire qu'il va bien? Donc, on va continuer par quoi?
par le E. Alors, quand vous trouvez que le A, B, C, D, tout va bien, ما تفرحوش بزاف باقي تبعنا واحد la lettre اللي هي le E. Et le E, c'est quoi? Alors, exposure, c'est en rapport avec quoi? On va explorer. Alors, là, exposure stands for exploration. Ça veut dire on va explorer quoi? Qu'est-ce qu'il a le patient? Alors, comment on va savoir qu'est-ce qu'il a le patient? Alors, comme il aime bien le thème anamnèse. D'accord? Donc, on ne dit plus. Donc, anamnèse. Moi aussi, j'ai appris ça de chez elle. Anamnèse. Il y a quoi aussi à côté de l'anamnèse? L'examen physique ciblé. Et on finit par quoi? Par des examens cliniques qu'on peut faire au lit du malade. Comment on les appelle? Les examens complémentaires au lit du malade. In situ. In situ. Qu'est-ce qu'on peut faire au lit du malade? On peut faire l'échocardiographie. Merci. Non, c'est bon ça. On peut faire l'échocardiographie. Je te remercie, cher ami, parce que vous avez vu que maintenant, ça c'est votre génération aussi. Ça, il faut vraiment utiliser, démocratiser l'usage de l'échographie au lit du malade, et notamment l'échographie thoracique. D'accord? Ça ne remplacera pas le travail des radiologues. C'est juste des examens de débrouillage, le temps de stabiliser les patients, ou avec ça, un certain nombre pour des examens de radiologie pointus. On peut faire de l'ECG aussi. On peut en faire aussi des examens complémentaires au lit du malade. D'accord? Après le E, souvent, on a quoi? Un diagnostic et on va agir en fonction de ce diagnostic. D'accord? C'est ça l'exploration des urgences. Vous pouvez la prendre en photo. Allez-y. C'est ça l'urgence. C'est aussi simple que ça. Je dis que la vie est très belle, la vie est très facile. C'est bon, on y va? Alors, on va passer à autre chose. La deuxième partie de la présentation, c'est un peu fou. C'est un peu fou. D'accord? Regarde, votre congrès s'appelle comment? Les réflexes. Alors, vous avez fait les réflexes. Moi, je vous propose quoi? De faire les anti-réflexes. D'accord? Vous savez, tout ce que je vais dire maintenant, c'est du n'importe quoi. Il faut faire le contraire. Ça marche? On y va pour la premier anti-réflexe? Allez-y, qui va lire? Devant tout arrêt cardiaque, il faut réaliser un ECG. À l'aise, parce que le CG radine chauffé, est-ce qu'il y a un trouble du rythme? Et je vais défibriller en fonction de ça. C'est ce qu'il faut faire. Alors, bien sûr, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'arrêt cardiaque, le diagnostic, il est comment? Il est clinique. Ça veut dire qu'il se base sur quoi? Sur l'inconscience, l'absence de respiration et l'absence de pouls. Et quand on a un arrêt cardiaque, il faut démarrer quoi? Les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Massage cardiaque, usage de défibrillateur et éventuellement des médicaments. Parce que si vous faites le CG pour de vrai, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre de temps. Et si vous perdez du temps, c'est de manque d'oxygène vers le cerveau. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il peut trouver que soit un tracé plat ou une fibrillation. Donc ça, c'est la connerie du siècle. La connerie du siècle, c'est vous trouvez sur un ECG une fibrillation. Parce que qui dit fibrillation dit arrêt. Ça marche, les amis? On oublie cet anti-réflexe. C'est bon? On y va, le deuxième anti-réflexe. Devant un patient qui se présente pour une exacerbation de crise d'asthme. Waouh, il n'a pas de sibilant. Yes, il va très bien. On est d'accord? C'est une bonne chose. C'est un signe d'alarme, carrément. Vous savez, une crise d'asthme, il est gêné, mais vous n'entendez rien. Ça veut dire qu'on est devant un silence auscultatif. Donc, c'est l'un des signes d'alarme. Les autres signes d'alarme de crise d'asthme. C'est un signe grave. Les signes d'alarme, il y a une intubation sur place. Les silences auscultatoires, les troubles de conscience, parce qu'un crise d'asthme, c'est pas conscient. Quand il passe ce trouble de conscience, c'est pas bien. Nocturne, Sokti. Imen, l'hypotension. Tellement ici c'est serré, il n'y a rien qui revient. Et autre chose, c'est les gaz. D'accord?
Donc, les amis, nous, en réanimation, on est content quand au départ, l'asthmatique il a des sibilants. Pourquoi on est content au départ? Parce qu'il y a quelque chose qui passe, donc sur laquelle on peut toujours agir. Donc, ne soyez pas tout le temps rassurés par le silence auscultatoire. Troisième anti-réflexe. Devant un choc cardiogénique, il faut bien remplir le patient parce que de toute façon, le cœur il a besoin d'une bonne volumétrie. Oui ou non? Si vous le remplissez beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Il va surcharger, surtout si la capacité cardiaque elle est mauvaise. Oui, on peut remplir au départ un petit peu chouïa pour préparer le muscle cardiaque à l'action des vasopresseurs. Allez, devant un choc anaphylactique, il ne faut surtout pas donner l'adrénaline, car ça va accélérer le cœur. Il est en choc anaphylactique, sa tension est basse et elle est tachycarde. On trouve l'adrénaline. Est-ce que vous acceptez ou là, un réflexe? C'est un entier. Parce que le traitement de le choc anaphylactique, c'est quoi? C'est effectivement l'adrénaline. Parce que le fait que l'adrénaline va rétablir les situations hémodynamiques, alors la fréquence cardiaque, il va, et en même temps, l'adrénaline va faire quoi au niveau des branches? Il va les dilater. Donc, Allah est comme le traitement par excellence du choc anaphylactique, c'est quoi? C'est l'adrénaline. Devant toute fille qui se présente pour un trouble de conscience, c'est une hystérique. C'est même pas petit d'asthme. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Ah oui. Vous êtes d'accord ou pas? Qu'est-ce que ça peut être cette fille? Ça peut être un coma post-critique, ça peut être une hypoglycémie, ça peut être quoi aussi? Ça peut être un coma post-critique, ça peut être quoi à l'intérieur? Ça peut être un AVC hémorragique, ça peut tout être. Donc, Allah aide alaykoum à même les étiquettes. Ce n'est pas parce qu'il est jeune d'être un trouble de conscience, c'est un khasmara, intoxication. Qu'est-ce qu'on doit faire encore une fois? Il faut être méthodique A, B, C, D. Allez, devant tout traumatisé grave, il ne faut jamais mettre de mineur. Parce que là, des mineurs, je ne peux pas intuber le malade. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bien sûr que c'est faux, parce que si vous ne stabilisez pas le rachis, qu'est-ce qui va se passer? C'est un traumatisé grave, on a le problème de quoi? De section médulaire. Rassurez-vous, on peut toujours intuber le patient, même en position neutre, on a des moyens pour ça. Donc la mineure cervicale, c'est un réflexe chez tout traumatisé grave. Devant toute épigastralgie, il y a un adulte, un dehnaya. Il faut rapidement faire un scanner abdominal parce que je pense à la pancréatite en premier. Ah, vous allez penser à quoi? Ça peut être une douleur abdominale liée à un infarctus, particulièrement inférieur postérieur diaphragme. Donc, devant une douleur épigastrique chez un adulte, pensez d'abord à faire le CG. Le scanner, même si vous suspectez la pancréatite, ce n'est pas urgent. Surtout quoi? Avec injection de produits de... Alors, quand est-ce qu'on va faire le scanner si vous pensez à la pancréatite? 48-72 heures. Faites la lipasimie, c'est très largement suffisant. Mais n'oubliez pas le CG d'abord chez ces malades. Ce n'est pas le scanner, c'est le CG en point. Devant un trouble de conscience fébrile, surtout pas d'antibiotiques. Dès la PLBDA, on tient les antibiotiques. Oui ou non? Parce que si vous donnez l'antibiotique avant la PL, ça va décapiter, oui ou non? Non, mais vous n'allez plus trouver le germe. Alors non, je vais faire c'est la PL, ce n'est plus un geste urgent. Est-ce que c'est clair? Parce que pour faire la PL, il faut vérifier quoi? Bilan d'hémostase, la thrombopénie, éliminer les contre-indications et surtout le patient a une tension correcte. D'accord? Allah aide à la séquence. Devant un trouble de conscience fébrile, c'est les hémocultures. Et juste après, je balance quoi? Les antibiotiques et la dexaméthasone. Et après, je fais quoi? Le scanner cérébral. Ou après, si j'élimine tout, attendez la ponction. Non. Donc, la PS ce n'est plus limitatif pour démarrer rapidement l'antibiothérapie. Devant une intoxication fausse toxin, il faut faire rapidement lavage gastrique. Parce qu'il passe rapidement dans le duodénum.
تتسمعوا الفوستوكسين تتسمى حبة الزرع. C'est une intoxication fréquente dans notre contexte. Et quand il rencontre de l'eau, il va dégager de la fumée, de l'hydrogène phosphoré, et qui est très, 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 très toxique. D'accord? Alors, là, phostoxin, jamais de lavage gastrique. Quelles sont les autres contre-indications de lavage gastrique? Quand est-ce qu'il ne faut pas faire le lavage gastrique malgré l'intoxication? Allez-y. Les substances caustiques, malqata, javel, les substances pétrolières, bhal de lion, bhal l'essence, et les substances mousseuses, bhal le savon de rwa, tout ça, il faut perdre de lavage gastrique. Ou le phosphore d'aluminium, contre-indication absolue. J'arrive à le dernier anti-réflexe. La gestion de l'urgence, finalement, c'est très simple. Il ne nécessite aucune formation. Quelques épisodes de Grey's Anatomy suffisent large. Oui ou non? Oui. Alors, chouf, dans la forme, c'est assez simple l'urgence. Il faut juste respecter quoi? Des algorithmes. D'accord? Bien sûr, ça nécessite beaucoup de formation, d'exposition au cas clinique. Et mon dernier mot, c'est surtout ça. Le meilleur réflexe aux urgences, ça c'est un vrai réflexe. Rester bête et discipliné pour ne rien rater. D'accord? Après, je vous demande à ce que ABCDE, ABCDE, airway, breathing, circulation, disability and export. Je finis ma présentation pour vous rappeler un événement proche qui sera présent dans notre faculté. Si oui, urgence, c'est dans 2 semaines, Inch'Allah. Merci beaucoup. شكرا جزيلا أستاذ. وختاما ننتقل إلى حالة كل دقيقة فيها تساوي خلايا عصبية مفقودة. Les AVC ischémiques مع الأستاذ الرفاعي. Très bien. شكرا. مساء الخير tout le monde. Tout d'abord كنود نشكر نادي التواصل الصحي. عاد كنكتشف لافيش عرفت كاين مؤتمر ولكن كنكتشف تفاصيل ديال اذا اول مؤتمر طبي جامعي لنادي التواصل. دونك تبارك الله عليكم. Je vous remercie pour votre invitation et pour votre dynamisme, c'est-à-dire pour faire ce premier congrès médical des étudiants universitaires. Vraiment, félicitations. Et c'est un plaisir de partager avec vous un des aspects qu'on travaille régulièrement avec les étudiants, c'est les accidents vasculaires cérébro-ischémiques. Il y a pas mal d'étudiants qui sont passés au service et on a beaucoup travaillé, je pense, au staff ou dans les réunions sur l'accident vasculaire cérébral ischémique ou la secta de Maria, l'Ekfaria ou la Jelta ou la de Maria. عدة مسميات pour l'accident vasculaire cérébral ischémique. Et si on a un objectif aujourd'hui, c'est pour transmettre les messages clés concernant l'accident vasculaire cérébral ischémique, ce que, je ne vais pas dire ce que l'étudiant doit connaître, ce que le généraliste, parce que vous êtes des médecins, dans quelques mois, vous êtes des médecins généralistes, et ce que le médecin doit connaître concernant l'accident vasculaire cérébral ischémique, parce que l'accident vasculaire cérébral ischémique, ça nous concerne tous. Ce n'est pas une pathologie du neurologue, ce n'est pas une pathologie de l'urgentiste, ce n'est pas une pathologie uniquement de réanimateur, ce n'est pas du neurochirurgien, c'est une pathologie qui nous concerne tous, l'accident vasculaire cérébral ischémique. Et l'accident vasculaire cérébral ischémique, on doit être sensibilisés ensemble pour mieux prendre en charge. Pourquoi? L'accident vasculaire cérébral ischémique, par définition, c'est un accident qui survient d'une façon excellente, parce qu'on va revenir un peu sur les termes clés. Brutal, et on vous l'a dit dans le staff, on vous l'a dit dans le service, c'est-à-dire quand on a le terme brutal, c'est vasculaire parmi les étiologies jusqu'à preuve du contraire. Quand on dit brutal, ce n'est pas la sclérose en plaques, ce n'est pas la tumeur, ce n'est pas brutal, c'est le mécanisme vasculaire et souvent c'est l'ischémique. Pourquoi on doit être sensibilisé? Parce que l'accident vasculaire cérébral ischémique,
c'est un problème de santé publique. L'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est très fréquent. Mon ami Mohawi aux urgences, bon, je ne vais pas en parler, mais c'est-à-dire on ne peut pas passer une journée aux urgences sans voir des dizaines d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Et ça, c'est uniquement au CHU Ibn Rushd. Je ne parle pas des autres centres périphériques, des autres centres. Et pourquoi je donne cette introduction? Il est très important ce que je viens de dire. Et l'accident vasculaire cérébral ischémique a été longtemps considéré comme un fatalisme. جاتو الجلطه مشالو النص غنتسناو حتى يريكوبيري ولا تي. C'est vrai, quand on a démarré la neurologie il y a 25 ans, 30 ans, l'accident vasculaire cérébral, qu'on ne peut rien faire, bon, les وقع comme on dit, l'accident vasculaire, ça fait مشات له الهضره مشالو النص, on donne un peu de traitement. Non, les choses ont changé. Et pour l'accident vasculaire cérébral ischémique, on peut faire énormément de choses. Et je vais vous provoquer avec des termes, on peut guérir, entre parenthèses, l'accident vasculaire cérébral ischémique, parce que vous allez voir sur des cas cliniques qu'il y a des malades qui rentrent hémiplégiques, mais qui sortent en marchant après un accident vasculaire cérébral ischémique. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses au cours de l'accident cérébral ischémique, et ça veut dire que le médecin généraliste, il peut sauver un malade. Mais il peut sauver un malade, c'est les sensibiliser sur la question. C'est elle connaît très bien la question, c'est elle connaît comment on pose le diagnostic et qu'est-ce que je dois faire en urgence, comment je dois gérer. Et le médecin généraliste, c'est ça le problème, et c'est pour ça que je tiens à vous remercier d'avoir organisé ce type de congrès ou de manifestation, parce que ça nous permet de transmettre des messages. Et c'est ce qu'on essaie de faire également avec nos collègues généralistes. C'est-à-dire, le généraliste ne doit pas dire que l'accident vasculaire cérébral ischémique, je l'adresse chez le neurologue, je l'adresse au CHU. Non, non, il peut faire énormément de choses pour sauver le malade et pour sauver cette zone de pénombre. Là, je vais rentrer un peu dans le détail scientifique. Cette zone de pénombre, elle peut faire énormément de choses. Et des choses qui vont vous paraître négligeables, mais qui sont les plus importantes. Sauver la tension artérielle, c'est très important. La glycémie, c'est très important. Et c'est des gestes simples que le médecin généraliste peut faire dans son cabinet, qu'il peut faire dans un centre de santé, qu'il peut faire. Donc, il ne doit pas obligatoirement référer vers un CHU pour un AVC. Et surtout que l'AVC, time is brain. L'AVC n'attend pas. C'est-à-dire le malade, vous ne pouvez pas voir le malade dans votre cabinet au centre de santé, attendre tranquillement qu'il vienne après 3 heures, 4 heures, 5 heures, le lendemain, c'est trop tard. Donc, plus on a le temps, plus il faut agir vite. Pourquoi ? Parce que plus on agit dans les plus brefs délais, plus les résultats sont meilleurs. C'est-à-dire, si je règle ces constantes, si je fais la thrombolyse dans 30 minutes, 1 heure, ce n'est pas 3 heures. Même si, et vous savez que la thrombolyse dans l'AVC, c'est 4h30. Mais si je thrombolyse à 30 minutes, c'est mieux qu'1 heure. C'est mieux qu'1h30, c'est mieux que 3 heures, et ainsi de suite. Vous voyez l'importance de cette question d'accident vasculaire cérébral ischémique. Et donc, changeons d'esprit et de mentalité concernant l'accident. Et ça, on doit le faire nous-mêmes, on doit le faire dans notre institution, dans notre entourage, parce que vous savez très bien que jusqu'à maintenant, même à l'hôpital, Ibn Rushd, même dans certains sens, on n'est pas encore sensibilisé. Et on reçoit des malades qui sont hospitalisés dans des services qui ont fait l'AVC la veille, et on nous avise que le lendemain. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore très bien sensibilisé sur l'urgence de l'AVC. Quand on fait un AVC, il faut alerter. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alerte stroke. C'est-à-dire brutal, et vous savez, même si vous avez un doute, il vaut mieux alerter par excès que par défaut. Je quitte que c'est un AVC, j'appelle le numéro urgence AVC. Même si je me trompe, c'est ce qu'on appelle les mimics, il n'y a pas de problème. Je préfère alerter par excès que dire je quitte, c'est un AVC. Parce que les minutes comptent. Vous savez que chaque minute, on perd des millions de neurones. Donc, la question, elle est lourde et on doit être sensibilisés ensemble. Et aucun n'a le droit de dire que ça ne me concerne pas. L'accident vasculaire cérébral, ça nous concerne tous. Au même pied d'égalité, mais chacun avec ses spécificités, chacun avec son rôle, chacun à son niveau.
Mais on est tous concernés. Alors, juste rapidement, l'accident vasculaire cérébral ischémique au sein des accidents, c'est 80% des AVC. Parce qu'il y a l'AVC hémorragique, il y a les thromboses veineuses cérébrales, tout ça c'est du vasculaire. Mais l'ischémique et l'infarctus veineux, mais l'ischémique, l'accident vasculaire, c'est 80% des cas. Et je vais essayer à chaque fois de donner un peu notre rôle en tant que praticien, c'est-à-dire généraliste, étudiant. Étudiant, et j'insiste auprès des étudiants au service, qui vont au service, je leur dis que prendre l'attention et tout ça, c'est ça. Peut-être vous êtes en colère parce qu'on vous demande de prendre la température, mais ça, il peut sauver des malades. Il peut sauver des malades. Contrôler la tension artérielle d'un patient, elle peut sauver le tissu cérébral. D'accord? C'est des petits gestes, mais qui peuvent sauver. Alors, juste retenez un peu quelques chiffres. Quand je vous montre ça, c'est juste pour vous montrer la beauté de cet arbre vasculaire cérébral, mais en même temps, pas uniquement la beauté, mais en même temps la complexité de la vasculation cérébrale. La complexité anatomique de la vasculation cérébrale. Regardez. Et donc, ça, c'est les artères qui sont parfois bouchées pour avoir un AVC. Donc, regardez combien de circuiterie qui peut être bouchée par un thrombus quelque part, qui va migrer. Et s'il migre, elle peut se bloquer. Si c'est un gros thrombus, elle peut se bloquer au niveau de l'artère sylvienne, c'est-à-dire l'artère cérébrale moyenne, parce qu'elle est de gros calibre. Mais si elle est petite, elle va migrer, elle va se bloquer, par exemple, au niveau de l'artère cérébrale antérieure. Et c'est pour ça qu'on a différents types d'accidents vasculaires cérébrales ischémiques. Donc, c'est juste des petits rappels. Alors, quelques chiffres pour vous alarmer, quand même. Quelques chiffres pour vous alarmer. L'ouafayat, 20% à un mois. La récidive, 30% à 5 ans. Et 70% i'aqa. Quand je dis handicap, i'aqa mukhtalifat mustawayat. Ça peut être un handicap léger, modéré, sévère. Mais rien que ces chiffres, ça doit nous alarmer sur l'importance d'une bonne prise en charge de l'AVC. C'est des chiffres lourds. Et vous savez, quand on a un AVC dans notre entourage, c'est lourd comme prise en charge. Je ne sais pas, sûrement parmi vous, il y a des gens qui connaissent des familles ou qui ont un parent qui a fait un AVC. C'est très lourd de prendre en charge un AVC. Surtout, c'est les hémiplégiques. J'aime pas beaucoup le terme fardeau, bon, mais c'est lourd pour la famille, pour la société, sur le plan économique. Traitement chronique, rééducation chronique, déplacement, beaucoup de choses. Donc, si on peut prévenir, c'est encore mieux et on va en parler. C'est ça le rôle également du médecin généraliste de l'étudiant. Et si on peut faire le maximum de traitement quand l'accident survient, c'est également très bien pour essayer d'éviter un peu ces trois volets. Et pour vous simplifier la vie, la prise en charge de l'AVC globalement passe la première par la prévention. Trois volets simples. La prévention. C'est-à-dire, je dois faire le maximum pour bien traiter l'hypertension. Et là, j'ai mes amis cardio ici qui peuvent me dire l'importance de bien gérer une hypertension artérielle. Ça peut nous éviter des AVC. Voilà. Simple. Observance thérapeutique, bonne gestion, j'évite un AVC. Deuxième volet, d'agir vite. Donc déjà prévenir la survenue. Agir vite, c'est-à-dire quand j'ai l'AVC, je dois faire la thrombolyse, je dois faire la gestion rapide des axos, je dois faire les choses pour sauver le parenchyme cérébral. Et la troisième partie de la prise en charge, c'est la recherche de l'étiologie. Parce que c'est la recherche de l'étiologie qui va vous éviter les récidives. Vous pouvez bien gérer un AVC. Mais si par exemple je passe à côté d'un FOP, je passe à côté d'un WEB, je passe à côté d'une fibrillation atriale, je reste dans la fibrillation qui est la plus simple. Si je ne traite pas la fibrillation atriale, le malade, il va récidiver dans quelques mois, dans un an, il va récidiver. Et vous savez, la récidive d'un AVC, c'est toujours plus grave. Et c'est toujours avec des séquelles plus importantes et un handicap plus important. Et vous savez, ce que je vous dis, c'est ce qu'on rencontre. Nous, on vit ça malheureusement, on le voit chez les malades.
Alors, c'est la première cause de mortalité chez la femme, avant le cancer. Avant. L'autre problème que je voudrais souligner, c'est que l'AVC, quand il survient, surtout chez un sujet jeune, c'est le récidive, elle est à l'origine d'une démence. Bon, je suis en train de vous donner les choses, mais c'est la réalité. C'est pour vous alerter quand même. L'AVC, c'est pas rien. La démence vasculaire, parmi les causes, c'est les AVC récidivants chez le sujet jeune. 40 ans, elle fait un AVC, elle a un web, elle a un FOP, il n'a pas été traité, elle fait un deuxième AVC, elle commence les troubles cognitifs. Et 40 ans, 45 ans avec des troubles cognitifs, c'est lourd quand même. C'est ce qu'on appelle les démences vasculaires, qui sont très très lourds. Voilà, c'est juste une étude qui a été faite sur la prévalence au Maroc. C'est la seule étude d'ailleurs. Au CHU de Casa, on a essayé d'évaluer ça lors d'une étude en 2018. On a trouvé 1000 à 1100 par an, ce qu'on reçoit. Et ça, je sais que nos amis cardiologues, ils peuvent recevoir, nos amis neurochirurgiens, les urgentistes. Donc, on a focalisé sur les cas qu'on reçoit. C'est quand même très important. Et ça, c'est au CHU Ibn Rushd. Je ne parle pas des autres centres de santé et périphériques. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut guérir de l'AVC, mais je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est un terme assez lourd pour dire qu'on peut guérir. Mais je vais vous montrer des cas cliniques qui vous montrent quand même qu'on est très content de voir un malade qui est rentré hémiplégique et qui sort en marchant est normal. Ça fait énormément plaisir, mais ça c'est en agissant un peu vite. Alors, les mécanismes, peut-être vous connaissez, je ne vais pas tarder pour ne pas retarder. Les mécanismes sont très variables, c'est-à-dire il y a l'athérosclérose, vous connaissez l'athérosclérose, c'est-à-dire l'athérome. Après, on a les thrombus qui émigrent. On a parfois un thrombus paradoxal, c'est-à-dire le thrombus paradoxal. C'est-à-dire je fais une thrombose au niveau d'une veine, et c'est parce que j'ai une communication interauriculaire, un FOP, un foramen ovale perméable, que le thrombus il va migrer vers le côté droit, puis vers le côté gauche, et du côté gauche vers le cerveau. Donc là, ce qu'on appelle l'embolie paradoxale. Ou bien le malade a une fibrillation atriale, elle va faire un thrombus intracardiaque qui va migrer vers les vaisseaux cérébraux et donner l'AVC. Et on a un autre mécanisme qu'on appelle, en dehors de l'athérosclérose, en dehors du mécanisme thrombotique ou embolique, ou embolie paradoxale, il y a le mécanisme hémodynamique. Hémodynamique, c'est-à-dire les variations de la tension, les hypotensions, elles peuvent donner ce qu'on appelle l'AVC jonctionnel. C'est un accident vasculaire cérébral qui est plutôt hémodynamique. Alors, voilà, je vous donne ce schéma juste pour le visio, c'est-à-dire pour retenir. Là, vous voyez le thrombus. Là, vous voyez la lésion. Là, vous connaissez l'imagerie, bien sûr. L'imagerie cérébrale. Je ne vais pas vous demander la perfusion. C'est plutôt la diffusion que vous voyez au milieu. Ce qu'on appelle, nous, en termes neurologiques, ça flash. Ça flash au niveau de la diffusion. Et vous voyez l'artério, c'est-à-dire l'angiotrophe, les séquences angiotrophes. Vous voyez ce blocage. Je vous le montre. Vous voyez ce blocage au niveau de l'artère. C'est parce qu'il y a ce thrombus. Et donc, l'artère, elle est bouchée. Ça donne cette image. Et donc, on a un peu l'imagerie classique de l'AVC. Ça, c'est juste le thrombus. Je ne vais pas vous... Alors, ça, ce schéma, il est important à retenir. Donc, vous voyez un peu la rapidité de la souffrance cérébrale quand vous tardez. Ça, c'est la zone de nécrose. Le rouge. Neurones mortes. 1 heure, 3 heures, 24 heures. Ce qui est fait est fait. C'est la zone qui s'élargit et donc on n'a plus de cette zone, ce qu'on appelle la zone de pénombre qu'on peut sauver. Elle a disparu. Il n'y a plus de zone à sauver. Donc, ça témoigne que plus vous agissez vite, plus vous sauvez plus de neurones et donc plus de fonctions pour le malade. Donc, il peut remarcher, il peut reparler, et c'est très, très important. Donc, retenez un peu cette évolution de la lésion. Et là, je vous montre ça sur le plan imagerie.
regardez immédiatement qu'est-ce qu'on a comme lésion et regardez à 24 heures qu'est-ce qu'on a comme lésion. Alors là, c'est juste pour vous dire que time is brain, c'est-à-dire il faut agir vite au cours d'un AVC. Alors, le diagnostic. Moi, je donne toujours cette plaque parce que je l'aime très bien. Le diagnostic, malheureusement, on n'a pas la chance des cardiologues. Les cardiologues, ils ont la troponine, ils ont le CG, ils ont la douleur qui les avise. Malheureusement, dans l'AVC, on n'a aucun de ces signes. On n'a pas de douleur, on n'a pas de troponine cérébrale et on n'a pas de G qui va nous dire qu'il y a un infarctus. Donc, on doit se débrouiller, comme on dit. Donc, on n'a pas d'éléments diagnostiques. C'est ce qui fait la part des choses entre le cerveau et le cœur. Il y a une autre particularité qu'on verra après. Donc, pour cela, on se base, comme j'ai dit, on se base sur la clinique. Sur la clinique. La clinique, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail des territoires, mais on va donner l'essentiel. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que, en termes de fréquence, l'AVC sylvien ou de l'artère cérébrale moyenne est le plus fréquent. Il est de loin le plus fréquent. Il y a une raison anatomique à ça, parce que vous savez que l'artère sylvienne, c'est le prolongement de la carotide et c'est l'artère la plus importante. Donc, s'il y a un problème, c'est la première qui est... mais bien sûr, comme j'ai dit, c'est le thrombus et les petits, elle va migrer dans d'autres artères. D'accord? Et la clinique, c'est très important. Brutalité, regardez, la brutalité, il n'y a pas de prodrome, un déficit neurologique, un caractère systématisé, c'est-à-dire vous avez une organisation systématisée du déficit, j'ai l'hémiplégie droite, l'hémiplégie gauche, aphasie, un syndrome de Wallenberg avec un vertige. Donc, on a toujours un regroupement syndromique qui nous permet d'orienter l'artère touchée automatiquement. C'est-à-dire le territoire cérébral et quelle artère. Et surtout, le caractère d'installation. Bien sûr, je passe sur ça, vous connaissez tout ça pour ne pas tarder. Et après, on a bien sûr les stroke mimics. Les stroke mimics, qui peut me citer par exemple un stroke mimics? 2. Excellent. Très bien. Pas l'état de mal, mais le déficit post-critique. Donc ça, c'est des stroke mimics. Les stroke mimics. Et d'ailleurs, quelle est la règle qu'on donne à tous les étudiants au staff? Très bien, la glycémie capillaire. On vous dit que devant un déficit neurologique focal, la glycémie capillaire, ça demande quelques secondes. Et c'est le premier diagnostic différentiel. Mais ça ne vous empêche pas de lancer l'alerte stroke. Il ne faut pas retarder l'alerte stroke. C'est-à-dire, je lance l'alerte stroke, mais je fais la glycémie capillaire. Deuxième stroke mimics des plus importants, effectivement, c'est le déficit post-critique. C'est quoi le déficit post-critique? C'est-à-dire la paralysie de Todd. Todd, avec T à la fin, qu'on a vu au cours de l'épilepsie. C'est-à-dire un malade après une crise d'épilepsie, il peut faire un déficit post-critique. C'est ce qu'on appelle le déficit post-critique et il peut être systématisé. Parce que si le malade a une lésion cérébrale, par exemple, elle fait une crise de l'hémicorps gauche, après elle peut développer un déficit transitoire de l'hémicorps gauche. Et il peut ressembler à un AVC. Très bien. Et là, j'ouvre une parenthèse pour ne pas revenir sur ce chapitre. Vous allez me dire, est-ce que si on a un stroke mimics et qu'on n'a pas pu le diagnostiquer parce que, par exemple, un déficit post-critique, ça a duré quelques heures, parce qu'il peut durer quelques heures, est-ce que je lance l'alerte thrombolyse ou pas? Ou j'attends de confirmer que j'ai un déficit post-critique? On lance l'alerte et vous thrombolisez le malade. C'est à nous de décider. Elle a bien répondu. C'est à nous de décider. C'est la réponse qu'on va dire, c'est que quand vous avez un doute, un déficit post-critique, hypoglycémie, je lance l'alerte. Et si j'ai les critères d'éligibilité, c'est-à-dire j'ai fait le scanner, il n'y a pas de lésion hémorragique, il n'y a pas un aspect qui est bas, je peux thromboliser. Et là, je peux vous répondre que les études qui ont été faites dans ce sens,
ils ont confirmé que même si on thrombolise un stroke mimix, il n'y a pas de danger. Je souligne en rouge, il faut respecter les critères d'éligibilité. On ne thrombolise pas tout le monde. Il faut écarter les contre-indications, il faut que le malade soit éligible. Mais si vous avez ces critères, vous pouvez thromboliser même un déficit post-critique. Parce que dans les études américaines, ils vous disent qu'il vaut mieux thromboliser et ne pas être dans l'attente et après vous allez découvrir une lésion sur le scanner, c'est trop tard. D'accord? Donc on peut thromboliser les mimix. Si on a les critères d'éligibilité. Alors les territoires, je sais que ça vous pouvez le trouver partout. Ce n'est pas l'objectif de notre présentation, c'est de discuter des aspects pratiques. Et là, vous pouvez prendre en photo si vous voulez ça. Ça vous résume. Cette image, c'est les territoires. Et ce tableau, c'est un peu les signes cliniques correspondants. Et quand j'ai donné ça, c'est juste pour vous dire que pour chaque territoire, il y a un tableau clinique qui nous oriente automatiquement, soit vers un territoire de la cérébrale moyenne, un territoire superficiel ou profond, un territoire antérieur, syndrome basilaire. Ça, c'est des choses que vous allez trouver partout. Et c'est des choses à retenir. Et après, c'est simple. J'ai ce tableau clinique, ça m'oriente vers telle artère. Donc ça, c'est juste ce qu'on appelle les corrélations clinico-topographiques. Après, pour les étudiants, je donne toujours ce schéma. Quand on a l'occasion de le présenter au service, je le dessinais avant au service pour montrer un peu comment on peut, sur un scanner, pour un étudiant, définir le territoire. Et c'est simple. C'est-à-dire, elle prend, par exemple, si vous voyez comment j'ai schématisé, elle prend les cornes frontales, les cornes temporales. Après, on est dans le territoire de la cérébrale moyenne. En haut, c'est le territoire de la cérébrale antérieure, postérieure, derrière, et la choroïdienne antérieure. Donc, elle peut définir lui-même, sur une imagerie, un scanner ou une IRM, en dessinant ces deux traits, il peut me dire, je suis dans le territoire cérébrale moyenne, cérébrale antérieure, cérébrale postérieure ou choroïdienne. C'est les 4 territoires les plus importants. Regardez. La cérébrale moyenne, cérébrale antérieure, cérébrale postérieure et la choroïdienne. Mais ça, c'est des choses qu'il faut réviser effectivement après et je sais que vous allez le faire. Alors, quelle imagerie à la phase aiguë de l'AVC? C'est-à-dire, vous êtes dans votre cabinet, vous êtes au centre de santé, vous êtes le généraliste, vous allez vous poser cette question, est-ce que je dois avoir l'IRM du centre hospitalier? Est-ce que je dois... Le scanner, il est suffisant. Oui, oui. Mais est-ce qu'on a l'accès à l'IRM dans tous les centres? Mais est-ce que le scanner est suffisant? Donc, vous ne pouvez pas thromboliser sur le scanner. Non, c'est très bien qu'on discute, oui. Toujours l'idéal, c'est l'IRM avec diffusion, perfusion. Mais c'est ça la discussion. Le scanner cérébral est un examen très, très utile en pathologie vasculaire. Pourquoi? Déjà, avant de parler d'éliminer, le scanner cérébral, elle est rapide de réalisation. Elle ne nécessite pas beaucoup de collaboration du malade. Si le malade il est un peu confus, ça passe. L'IRM, si le malade il est confus, s'il est un peu agité, s'il n'est pas coopérant, et ça prend beaucoup de temps, et ça demande qu'elle soit... Ça demande la collaboration du malade, qui ne doit pas bouger, qui ne doit pas... Donc, c'est des éléments très, très importants. D'accord? Alors que le scanner, c'est un examen de réalisation très rapide. Il ne pose pas de problème et il est suffisant pour thromboliser. Alors, le scanner, déjà, il vous permet d'écarter un AVC hémorragique. Donc, elle écarte l'hémorragie. Excellent. Deuxièmement, si on a un tableau clinique typique,
caractéristiques de l'AVC avec un scanner normal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le score aspect, c'est ce que je vais montrer rapidement, elle est positive, c'est-à-dire elle est favorable, et donc vous pouvez thromboliser sur un scanner. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, il y a pas mal de centres qui thrombolisent sur le scanner. Et le scanner, elle est très utile pour écarter l'hémorragie et pour vous donner la décision de thrombolyse. Après, si vous avez la chance d'avoir l'IRM, si vous pouvez faire l'IRM, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas se limiter dans un centre en disant que je n'ai pas d'IRM, je ne peux pas thromboliser, je ne peux pas faire. Très important. Donc le scanner, elle est suffisant pour thromboliser. Donc le scanner, au cours d'un AVC, elle permet bien sûr d'écarter l'hémorragie. Ça, vous connaissez très bien l'hémorragie. Elle permet de retenir l'AVC ischémique, si vous avez l'AVC. Mais un scanner, comme a dit votre collègue, il peut être normal à la phase aiguë. Peut être normal. D'apparence normale, effectivement. Et c'est ce qu'on demande parfois de rechercher. C'est ce qu'on appelle les signes. Très bien. Et le premier de ces signes indirects sur un scanner, la trop belle artère. Très bien, c'est voilà, bravo. La trop belle artère. La trop belle artère, pourquoi? Parce qu'elle témoigne qu'il y a un thrombus qui apparaît en hyperdensité spontanée et ça témoigne un peu du blocage qui doit donc être thrombolisable. Voilà. Voilà, c'est le scanner et l'IRM chez le même patient. Quand on a fait le scanner, elle est d'apparence normale. Et quand il est rentré à l'IRM, regardez ce qu'elle a montré. Donc, voilà. Donc, le scanner peut être normal. Et voilà, c'est les recommandations. C'est qu'un scanner, il est suffisant pour faire la TIV, la thrombolyse intraveineuse. Ce que j'aimerais bien que tout étudiant ou généraliste retient, c'est ces éléments. C'est-à-dire, il doit avoir en tête qu'on a un score aspect. Parce qu'en médecine, on doit parler toujours le même langage. Je ne dois pas vous dire il y a des critères radiologiques qu'il faut connaître. Il y a l'aspect. Et après, vous allez lire Internet, l'aspect, c'est simple à retenir, ce n'est pas quelque chose de... Mais l'aspect, c'est le score qu'on utilise pour scorer notre malade. L'IRM, bien sûr, comme a dit votre collègue, elle est meilleure, mais n'est pas obligatoire. Et retenez également pour les étudiants ce qu'on appelle le mismatch. C'est quoi un mismatch? Par définition linguistique, c'est la discordance, le mismatch, entre deux éléments. Par exemple, vous voyez par exemple ici une imagerie qui est normale, mais quand vous passez un flair normal, mais quand vous passez à la diffusion, c'est ce qu'on appelle un mismatch flair-diffusion. Quand vous voyez la diffusion, il y a une petite lésion, mais quand vous voyez la perfusion, il y a une grande. C'est ce qu'on appelle un mismatch diffusion-perfusion. Vous voyez, c'est les types de mismatch qu'il faut connaître et qui vous donnent le droit à thromboliser. C'est-à-dire, quand vous avez un mismatch suffisant, il faut thromboliser le malade. Quel est l'autre score qu'il faut connaître? Et là, pour les étudiants qui sont passés dans le service, c'est le NIS. Bien sûr, je ne vais pas vous demander de retenir tout ça. Vous l'avez sur le téléphone. Mais le NIS est un score très, très important. Pour un étudiant, pour un généraliste, pour un neurologue, pour un urgentiste, pour un réanimateur, c'est le même. Et qu'est-ce qui nous permet le NIS? Très bien. Mais il nous permet déjà de parler le même langage. C'est-à-dire, je vous dis que j'ai un NIS à 10, c'est clair. Je ne peux pas vous dire que le malade, il bouge un peu, il parle un peu. Ça, ce n'est pas précis. Mais je vous dis, j'ai un NIS à 17, j'ai un NIS à 14, j'ai un NIS à 24, à 25, c'est clair. Et donc, le NIS, c'est un score de précision et il permet effectivement de classer le malade. Ça, vous pouvez le retenir, vous allez le trouver. Et ça nous permet de bien évaluer le patient. C'est-à-dire, je ne peux pas dire qu'un malade, il s'est aggravé ou il s'est amélioré si on n'a pas 4 points de plus, c'est une aggravation. Et chaque point de plus, c'est 17% de moins bon pronostic. Donc, vous voyez que il a une grande valeur de pronostication du malade, si vous voulez. Donc, c'est très important de respecter un peu ces codes.
Et le dernier score d'évaluation, c'est le ranking. Le ranking, c'est après 3 mois, on va évaluer le malade, est-ce qu'il a récupéré, il n'a pas récupéré. Je fais rapidement, donc je passe au cas clinique et on termine. Bon. Donc il nous faut chez après-midi sur l'AVC, pas 15 minutes, d'accord. Donc le score ranking, rapidement, c'est pour voir un peu l'amélioration du malade après, comment il a récupéré. Et je pense, je vais passer sur la prise en charge thérapeutique. Donc je vais être rapide. Prise en charge thérapeutique, il y a 2 axes. Il y a la thrombolyse. Et il y a la prise en charge générale. Thrombolyse, vous êtes moins de 4h30 et vous êtes éligible, je thrombolyse. J'injecte le thrombolytique, qui est un produit qui permet de liser le thrombus. On recanalise le vaisseau et tout le monde est content. Si on ne peut pas faire la thrombolyse, et si on a la possibilité dans un centre de faire la thrombectomie, c'est quoi la thrombectomie? Je monte par voie endovasculaire, je pars sur le thrombus, je le retire et je libère les voies. C'est le même principe. Après, il y a la prise en charge. Ah oui, c'est la particularité que je voulais dire à professeur Haboub, c'est qu'ils ont la chance que le myocarde ne saigne pas, mais le cerveau, quand vous thrombolisez, ça saigne et ça risque de vous faire des catastrophes. Donc, c'est la grande différence entre les deux. Alors, voilà. Déjà, retenez ce numéro. Vous avez ce numéro de téléphone pour terminer en urgence, en alerte. C'est l'alerte. C'est le numéro de téléphone, alerte thrombolyse. Ça peut sauver des gens. Hein, ça peut sauver. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un de la famille, il faut lui dire que si vous avez les signes d'un AVC, il doit appeler ce numéro parce qu'il y a l'alerte thrombolyse au CHU et il peut venir en urgence au CHU. Alors, je vous montre ce cas clinique, s'il vous plaît, rapidement, pour vous montrer l'importance de la prise en charge. Ça, c'est un malade qui a été admis en urgence. Et pourquoi je mets toujours ce patient? Parce qu'il m'a... Vous voyez un peu les choses? C'est un patient qui a été admis en urgence et il a eu de la chance. Pourquoi? Parce que ça a coïncidé avec Covid. Covid, vous n'avez rien compris. Covid, pourquoi? Il faisait sa prière du matin, tôt le matin. En faisant la prière, elle a fait l'hémiplégie. Elle avait ses enfants à côté et comme les rues étaient vides, Covid, il n'y avait personne. Elle est arrivée à 30 minutes au CHU. C'est une exception à Casablanca. Donc, elle a été thrombolisée à 30 minutes, 45 minutes. Elle avait de la chance. Donc, elle était hémiplégique, aphasique. Elle a reçu la TIV. Et là, croyez-moi, c'est quelqu'un qui est remarché le même jour. Et vous savez, son désirata était de partir le même jour parce qu'il se sentait guéri. Pour lui, c'est fini, alors que nous, on stressait toujours sur l'hémorragie et on devrait faire le scanner de 24 heures pour ne pas avoir de catastrophe. Pour lui, il était content et il voulait partir le même jour parce que pour lui, tout est réglé. Juste pour vous montrer qu'on peut sauver beaucoup de cas. La deuxième patiente, pourquoi je voulais vous la montrer? Parce que j'ai eu des images, c'est la même chose. C'est un AVC avec un thrombus. Et quand on a thrombolisé la patiente, voilà, regardez le blocage au niveau de l'artère. Et quand on a thrombolisé, eh bien, la patiente, regardez, elle a tout recanalisé. Regardez les artères avec la reconstruction quand on a thrombolisé. Donc ça, c'est des images chez le professeur Qassimi de la patiente. Ce qui témoigne que quand vous agissez vite, vous sauvez le malade sur le plan clinique, vous sauvez le parenchyme cérébral et ça vous donne des résultats très, très satisfaisants. Bien sûr, ce n'est pas toujours la même chose, c'est pas toujours... Alors, pour le reste de la prise en charge, je vais vous demander juste de retenir ça, les axos. Les axos, c'est-à-dire le généraliste ou l'étudiant ou le médecin ne doit pas oublier que l'essentiel du travail se fait autour des constantes. Avoir une bonne tension, ne pas avoir une baisse de la tension, parce que la baisse de la tension, ça aggrave la souffrance cérébrale. Et ne pas avoir une hypertension excessive en respectant les marges, ne pas avoir d'hypoglycémie, ne pas avoir d'hyperglycémie, ne pas avoir d'anoxie, ne pas avoir d'accord. Ça, c'est des choses très importantes à retenir.
Et le dernier message que j'aimerais transmettre, c'est l'AIT. Et je termine sur ça. L'AIT, c'est que, s'il vous plaît, en tant qu'étudiant, en tant que généraliste, n'oubliez jamais que l'accident vasculaire cérébral ischémique transitoire est une alerte offerte par le malade au médecin. S'il vous plaît, un malade qui se présente en vous disant que brutalement, مشات لي الهضره, brutalement, ما بقيتش كنشوف, brutalement, تقال لي النص ولكن واحد 10 دقائق ولا 30 minutes, رجعت normal, il faut pas lui dire وسير ارتاح يمكن كنتي stressé. Une erreur. L'AIT, c'est l'occasion offerte par le malade au médecin. Et on dit que toute AIT actuellement, on doit l'hospitaliser. C'est ce qu'on appelle actuellement les cliniques AIT. Pourquoi? Parce que l'AIT, c'est un signe d'alarme. C'est le malade qui vous dit que je suis en train de thromboser quelque part. Et c'est l'occasion pour le bilanter, pour le traiter en urgence. Donc retenez s'il vous plaît que l'AIT, c'est quelque chose d'extrêmement urgent. Et à retenir en tête que tout AIT doit être bien bilanté et pas renvoyé chez lui. Très, très important. Voilà, donc je pense je dois m'arrêter là parce que ça demande beaucoup de temps et je dois respecter quand même votre programme. On aura d'autres occasions, Inch'Allah, pour parler. L'essentiel pour moi, c'est de retenir que l'accident vasculaire cérébral ischémique, ça nous concerne tous, de A à Z. On doit être sensibilisé et mobilisé pour une meilleure prise en charge de ces accidents vasculaires cérébraux ischémiques. نصل الآن إلى ختام جلسة مثلث الحياة والاستعجالات الطبية التي كانت مليئة بالمضامين القيمة والتجارب الغنية والتي مكنت الحضور من تعزيز فهمهم لأسس التعامل مع الحالات الحرجة. كل الشكر لأساتذتنا الكرام على هذا العطاء العلمي المتميز.